Alors, les médecines alternatives. Rien que le mot, déjà, il pose problème, parce que médecine, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets, hein. Alternatif à quoi? Ça veut dire quoi? Des fois, on entend médecine douce, mais est-ce que c'est vraiment doux? Il y a des gens qui classent les attachment therapies, ce qu'on vient de voir de Candace Newmaker, dans les thérapies douces. Oui, il y a plus doux quand même. Et puis, parfois, on entend médecine complémentaire, complémentaire d'un autre soin. Il y a plein de termes un peu différents pour désigner ce monde-là. Alors, le cas de l'homéopathie, je vais y arriver, hein, mais au départ, je voudrais vous faire un petit préalable sur ce qu'on verra dans les cours qui viennent, d'ailleurs, très très souvent. On abordera, je vous fais ça un peu de manière schématique, mais notre cerveau a des biais, c'est-à-dire des pentes beaucoup plus faciles à prendre. Et il y a des inclinations qu'il aime bien prendre, et c'est très difficile de s'en départir. Il y a des inclinations qui, on le verra, il y a des interprétations qui sont assez complexes à mettre en place, et il faut se battre contre ce qu'on a en fait en sous-couche, quoi. Notre cerveau est habitué à penser d'une certaine manière, que ce soit sur des questions morales, que ce soit sur des questions vis-à-vis des espèces. On verra ça dans un cours prochain sur la théorie de l'évolution. L'évolution darwinienne est quelque chose de plus compliqué que l'interprétation de transformisme, je vous en reparlerai, hein. Et ici, je voudrais vous parler d'un biais qui est fréquent, on tombe tous dedans, c'est le biais qu'on appelle le biais de la pensée magique. Alors, je ne parle pas de la pensée magique au sens psychiatrique, qui a un autre sens. Psychiatrique, c'est le... Je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Audrey Tautou, qui recherche son mari qui a disparu. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Un long dimanche de fiançailles. Merci beaucoup. Et à un moment, elle incarne vraiment exactement ça. Elle dit, si j'arrive à courir, je ne sais plus, c'est dans une descente, elle dit, si j'arrive à courir avant que la voiture ait passé le virage là-bas, alors je retrouverai mon mec. Vous voyez, les deux phénomènes n'ayant rien à voir, mais on a tendance à les corréler. Et parfois, on a des petites formes de superstition comme ça que les psychiatres interprètent sous l'angle de la pensée magique. Ils appellent ça comme ça. Moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle de ça. Ça, je ne sais pas si vous voyez bien sur l'image, mais c'est un plat tout à fait banal de carnivore classique avec une vieille saucisse enroulée et puis une sorte de... Ouais, bon, il y a polémique entre les régions sur savoir si la tartiflette contient ceci ou contient cela, puis à côté il y a des épinards. Et bref, ce plat en fait a été créé pour susciter chez la personne qui le regarde une réaction, un peu de rejet. Je ne sais pas si vous ressentez ça vous aussi, mais a priori ça rappelle quelque chose que vous avez déjà vu. Et probablement ce qu'on appellerait un gros colombin, quoi. Un magnifique caca. Voilà, excusez-moi. Et on peut jouer sur ça, quelle que soit la nature de l'objet. Si l'objet a une forme qui rappelle quelque chose qui exerce chez nous un dégoût, notre cerveau va d'abord commencer par l'interpréter comme quelque chose de repoussant, quoi. Le summum probablement de cette utilisation de pensée magique dans le monde culinaire, parce que c'est là où ça marche le mieux, hein, très, très clairement, c'est ce que fait Unarum, qui est un pâtissier qui travaille sur du pain et du pavot, et des graines de pavot et des pâtisseries. Il fait de la pâtisserie, quoi, et de la boulangerie, et il fait des gâteaux et des petits pains qui sont absolument spectaculaires, mais toujours basés sur des organes humains et des restes. Et donc, évidemment, ce qu'il crée chez son public, chez les clients qui viennent acheter ça, c'est il essaie de jouer sur cette répulsion-là. Tout le monde a envie de manger un bout de pain, mais est-ce que vous êtes sûr que si ça ressemble à une main, est-ce qu'on arrivera à mordre dedans, quoi? Donc c'est plutôt réussi, quoi. Vous voyez, il fait des pieds tout à fait immondes, il fait des macabées absolument affreux. Moi, j'aime bien. C'est un style, quoi. C'est un style. Les psychologues se sont penchés sur ces questions-là. Je vous donne une seule des nombreuses expériences qui ont été faites sur le sujet. Peut-être même vous, en TP, si vous êtes en psycho, vous aurez à refaire des trucs de ce genre-là. Là, je vous donne l'exemple du Canadien Paul Rosine, qui avait fait beaucoup de bruit avec une expérience qui est assez facile à reproduire, qui consiste à prendre un verre de lait. Et en fait, ce qu'il faisait avec ses sujets, c'est qu'il prenait un grand groupe, et puis il versait un verre de lait dans un verre, et puis il prenait une mouche qu'il avait apportée, il plonge la mouche dans le verre, il retire la mouche, et puis il demande qui veut boire. Et à part le kéké de service qui dit moi, la plupart des gens disent non, hors de question. Et alors là, il pose un questionnaire, il dit mais pourquoi, qu'est-ce qui fait que vous refusez de boire ce verre de lait? Et les gens répondent quasiment toujours parce que les mouches c'est sale, parce que ça porte ça véhicule des maladies, c'est un animal qui traîne sur tous les excréments, donc le lait est souillé, quoi. Le lait, vous voyez, il a pris une caractéristique sale, quoi. Alors il dit bon, très bien. Deuxième étape de l'expérience, il prend un verre de lait, un autre,
Et là, il sort un sachet dans lequel il y a une mouche, mais cette fois-ci qui a été bouillie au préalable, passée à l'étuve, bouillie, propre, nickel, absolument stérile, quoi. Il la sort, il la met dans le verre de lait, il la retire, et puis il dit, qui c'est qui veut boire? Et là, il n'y a pas plus de gens qui veulent boire le verre, alors que la mouche est complètement stérile, quoi. Donc tous les arguments qui ont été avancés avant sont caducs, vous voyez? Et ça n'empêche pas qu'on n'a pas envie de boire un verre dans lequel il y a une mouche qui a trempé, quoi. Même si cette mouche est propre, même si cette mouche est nickel, quoi. C'est comme si le lait avait été, en quelque sorte, mouchisé, quoi. C'est comme s'il avait pris un truc, vous voyez, c'est comme s'il avait pris un... Alors ça marche très bien avec les cafards, ça marche un peu moins avec les vers de terre. Vous voyez, on peut jouer avec ça. On peut même aller plus loin, je vous ai mis la référence en dessous, hein. On peut aller plus loin, on peut aller, sans même utiliser une mouche, vous pouvez utiliser un objet qui rappelle fortement les mouches ou des insectes crado. Vous prenez une tapette à mouche. Moi, je l'ai fait plusieurs fois, ça. Je touillais, j'ai même été... j'ai même été plus loin. Je me suis amusé à faire ça pour des fêtes, ou quand j'avais peur que mon punch parte trop vite. Je me disais, comment je peux faire pour que mon punch parte pas trop vite? Et je me disais, ben, je touille avec une tapette à mouche, et après je versais le punch avec ma camarade Blandine soit dans des je sais pas comment ça s'appelle, le bloc dans lequel le balai à chiottes trempe, quoi. Mais évidemment des propres. J'allais pas chercher des vieux trucs, hein. Je prenais des trucs propres et je versais dedans, ou dans des pots les petits pots pour bébés, là, les petits bébés quand ils font pipi ou caca dans leur pot, là. Bah, vous servez du punch dans un pot de bébé, ça fait bizarre, quoi. Donc les gens prenaient moins. Donc j'ai eu du punch toute la soirée. Voilà, je jouais sur la pensée magique. Donc la mouche, ça marche très bien, mais même une tapette qui n'a jamais effleuré une mouche, ça marche aussi. Et un balai à chiottes qui n'a jamais frôlé un seul petit caca au monde génère aussi une sensation de répulsion. Les anthropologues, psychologues, parce que la définition n'était pas très claire à l'orée du XXe siècle, comme ce monsieur-là qui est là, qui s'appelle James George Fraser, qui est assez connu pour avoir fait un bouquin qui fait au moins 1 kilo, qui s'appelle Le Rameau d'or, écrit en papier Bible et tout. Enfin, c'est une masse. Je me suis tapé ça il y a une dizaine d'années. Dedans, Fraser distinguait les principes de pensée magique comme ça. Et il avait fait 2 grosses catégories. Une qu'il appelait la magie contagieuse, qu'on appelle maintenant le principe de contiguïté, je vais y revenir, et puis le principe de similarité, qu'il appelait la magie homéopathique. C'est pas moi qui le dis, c'est lui qui l'appelait comme ça. Fraser. Il s'appelait Fraser. Et une des définitions qu'il donnait à ça, c'était l'action magique repose sur la croyance que les choses agissent à distance les unes sur les autres par une sorte de sympathie secrète. Il y aurait des liens. Il n'y a pas de lien matériel vraiment, mais il y a quelque chose qui circule, quoi. Soit par contagion, soit par similarité. Et c'est pas le seul à avoir dit ça. Vous avez des sociologues, je pense notamment à Mauss, je crois que j'ai dû vous mettre Mauss ici en photo, qui dit à peu près la même chose. Les choses qui ont été en contact, là il parle de contiguïté, là. Les choses qui ont été en contact avec quelque chose d'autre, mais qui ne le sont plus, continuent à agir les unes sur les autres comme si le contact persistait. C'est ce qui se passe avec la mouche. Il n'y a plus de mouche, mais c'est comme s'il reste quand même un peu de mouche, quoi. Il reste un peu de truc crado, quoi. Il y a un truc qui reste, quoi. Ça, c'est le principe de contiguïté. Quelque chose qui a trempé dans quelque chose d'autre lui laisse une trace indélébile. Si vous êtes friand de littérature et que vous aimez bien le défunt Umberto Eco qui est mort l'année dernière, il y a un livre qui s'appelle L'île du jour d'avant qui met en jeu une forme de pensée magique absolument géniale, mais je ne vous le dis pas sinon je vais spoiler le bouquin. Donc je vous encourage à lire L'île du jour d'avant. Ce qui était en contact avec autre chose en garde une trace même après la fin du contact. Quand on regarde les rites culinaires de plein de pays, on se rend compte que c'est assez fréquent, ça. Et je prends même pas des exemples de chez nous, parce qu'on en a, mais il y a des exemples qui mènent des fois même à des grosses aliénations. J'ai mis ici des exemples sur l'art de faire de la nourriture cachère, quoi. Il y a des trucs très très compliqués, hein. J'en ai lu quelques-unes. Les plats et les récipients ayant contenu des plats lactés ne peuvent plus servir pour des plats carnés, parce qu'ils sont souillés ou ils sont devenus impropres pour arriver à faire le plat. Donc ça fait une sorte d'art culinaire hyper complexe. Et puis vous avez ça que je trouve vraiment terrifiant, hein. Il y a des gens qui se sont battus et qui continuent à se battre pour l'abolition des classes en Inde. Vous connaissez certainement des castes, pardon, pas des classes, des castes en Inde. Et les Dalits, ce qui est le vrai nom ce qu'on appelle parfois de manière vraiment très péjorative les intouchables, sont des gens qui font partie d'une caste bien particulière. Il leur suffit de toucher le plat d'une caste supérieure pour que la caste supérieure considère que le plat est inconsommable. Mais il suffit même que leur ombre passe sur le plat pour rendre le plat inconsommable. C'est là qu'on se dit que la pensée magique peut parfois amener à des formes de racisme larvé tout à fait étonnantes. J'en appelle à ce que le XXIe siècle voit la fin de ces castes. J'imagine que vous aussi, hein. Mais en Inde, il y a du boulot, hein.
Bon, on en a en France, enfin, nous aussi, je vous donne un tout petit exemple comme ça sur de la pensée magique de contagion. Quand quelqu'un fait tomber un bout de pain par terre, imaginez vous mangez dehors, sur une table de jardin. Généralement, les tables de jardin, elles sont toujours pleines de pollen, de machin. Il y a des débris d'insectes qui sont tombés par là et tout. On essuie vite fait, mais on se pose dehors, on est content, il fait soleil. Et quelqu'un avait son pain sur le bord de la table qui n'est pas particulièrement propre. Le pain tombe par terre, c'est dans l'herbe. Et puis, il y a pas mal de gens qui font mais il est tombé par terre, je le mange plus. Juste parce qu'il a touché le sol, quoi. Mais des fois, le sol est plus propre que la table immonde sur laquelle on était. Mais n'empêche que toucher le sol, c'est pas bien. Mais vous avez la même chose avec les organes génitaux. Je me rappelle non, je me rappelle pas d'organes génitaux. Je me rappelle de cas comme ça où ça me fait penser à une étude qui a montré que beaucoup de gens, quand ils sortent des toilettes, beaucoup de gens, pas tous, mais beaucoup de gens, beaucoup d'hommes, quand ils font pipi, ils se tiennent le pénis, donc voilà. Et c'est pour diriger, malgré. Parfois, quand on voit l'état des chiottes dans lesquelles ils les laissent, on se demande s'ils tiennent vraiment bien. Mais bon, en tout cas, donc ils tiennent leur zizi, et puis et après ils se lavent les mains. On se lave de la souillure, qu'on a touché quelque chose de sale. Vous voyez, on a touché quelque chose de sale. Et des études ont bien montré que, généralement, un zizi qui est tranquillement au chaud dans son petit slip, là, est souvent bien moins sale que les mains qu'il touche. Donc en fait, la logique voudrait, si on était vraiment... on devrait se laver les mains avant, aller faire pipi. Bon, après, se laver les mains après aussi, si vous êtes fait pipi sur les mains. Mais en fait, si vous n'avez pas une infection urinaire, votre urine est stérile. Donc en fait, vous pourriez même vous laver les mains avec votre urine, que ça ne poserait pas de problème en soi. Bon, vous faites comme vous voulez. Je repense à une histoire où il y avait j'étais, je sais plus où, dans une aire de je sais plus quoi, d'autoroute ou je sais pas où, puis il y a un gamin qui sort des toilettes, et puis comme moi, comme un blaireau, je lui dis bah, tu te laves pas les mains, toi, après Il m'a dit, moi, monsieur, je ne fais pas pipi sur mes mains. Depuis, je dis plus rien aux enfants. Je dis plus rien. Principe de similarité, il est un tout petit peu plus compliqué. C'est parce qu'une chose, enfin plus compliqué, il n'y a pas le contact, quoi, mais la chose représente autre chose et ça nous rappelle cette autre chose. L'exemple parfait pour ça, c'est les poupées de type vaudou que vous avez au Bénin, que vous avez en Haïti, que vous avez dans le candomblé brésilien. Et je vous ai mis une image d'une statuette vaudou classique au Bénin. D'accord ? Donc la personne, là, vous êtes censé représenter un personnage que vous n'aimez pas. Et puis, généralement, se greffe aussi de la pensée magique de contagion, parce que vous devez récupérer quelque chose qui a appartenu à la personne. Ça peut être un habit à elle, ou vous la collez dessus, vous collez dessus l'objet, et après, vous pouvez torturer la statue en imaginant que ça lui créera des douleurs terribles. Il y a une statuette qui s'est bien vendue comme ça, qu'on a au bureau, nous. C'est une statuette de Sarkozy en mousse, et puis avec plein d'aiguilles, vous pouvez la planter dedans partout. Et il l'a fait retirer du marché quand même. Hein. On en a une, si vous voulez vraiment planter des aiguilles sur Sarkozy, vous pouvez venir à notre bureau. Mais elle a été retirée du marché. Peut-être parce qu'il avait peur de l'efficacité. Mais a priori, ça ne marche pas. Hein, il n'y a pas d'études qui montrent que les formes vaudou de torture de statuettes aient une influence vraiment sur les personnes qui sont représentées. Mais ces formes de pensée de similitude, elles ne sont pas le lot de peuples profonds, lointains, oubliés, si tant est que les Béninois soient des gens lointains, profonds et oubliés. Mais oui, dans la lexicographie raciste dont on hérite, c'est souvent ce qu'on se dit. Et puis les psychologues, quand ils bossaient au début, ou les anthropologues, ils se disaient « les peuples premiers, ça c'est les peuples premiers, mais nous Européens, blancs, etc. » Et ben nous, on ne tombe pas là-dedans. Mais c'est pas vrai en fait, on tombe souvent là-dedans. L'image d'une chose est la chose, par exemple, cette similarité-là, vous la retrouvez dans le cas dont je vous ai parlé, d'une personne qui travaille, qui travaillait qui faisait des recherches de personnes disparues sur plan. Vous vous rappelez Jean-Louis Crozier, ce travail qu'on voulait faire avec lui et qui n'a pas pu être mené à son terme du fait de son décès. Bah lui disait, moi, j'ai pas besoin d'aller sur le terrain, la carte c'est le terrain pour moi. Donc je prends une carte et j'y suis, quoi. Vous voyez, il faisait exactement le même transfert. Et puis vous pouvez prendre des symboles, et les symboles sont très forts pour ça. Vous pouvez prendre des gris-gris qui sont associés, ou un truc fétiche, un slip fétiche, je sais pas, une culotte fétiche, que vous aviez porté le jour où vous avez gagné le match de tennis contre je sais pas qui, et vous dites je vais le remettre comme ça, il me portera chance, comme s'il gardait encore des traces de la victoire que vous avez eue contre je sais pas qui. C'est marrant, quoi. Mais les drapeaux, vous prenez un drapeau. Quand il y a un pays qui est en guerre contre un autre pays, généralement, on voit des gens brûler le drapeau de l'autre pays, quoi. C'est assez fréquent, puis après ils dansent dessus, puis ils l'écrasent à coups de pied et tout. Et on voit bien que c'est pas un bout de tissu qu'ils sont en train de brûler. Ils sont en train de brûler des valeurs qu'il y a derrière. C'est autre chose qui est représenté. Voyez, siffler la Marseillaise est passible de loi maintenant.
Et pourtant, c'est pas qu'une pauvre chanson qu'on siffle, mais c'est parce qu'il y a normalement des valeurs derrière qui sont pas toujours très claires et plutôt belliqueuses d'ailleurs, et qui reposent dans cette Marseillaise. Et donc, ça peut vous valoir des ennuis si vous la trafiquez cette Marseillaise ou si vous l'insultez. Et si vous êtes peut-être un petit peu trop jeune pour vous rappeler de ça, mais Serge Gainsbourg a eu pas mal d'ennuis avec sa version reggae de la Marseillaise. Hein. Ça lui a valu de se faire interrompre quelques-unes de ses sorties par tout un tas de parachutistes et de militaires plutôt énervés. Il doit y avoir des vidéos en ligne que vous retrouverez. Serge Gainsbourg, ça vous parle? Non? Pas du tout? Un chanteur-compositeur décédé à l'orée des années 90. Plutôt talentueux et plutôt truculent. Ouais, il est particulier, quoi. Et le semblable produit le semblable, qui est la forme dont on va traiter aujourd'hui, enfin on va s'approcher de ça. Le semblable produit le semblable, c'est quelque chose qui ressemble à quelque chose d'autre, produirait quelque chose qui ressemble à quelque chose d'autre. Et là vous avez Paracels qui incarne bien ça, et l'homéopathie qui va certainement rebondir sur cette question. Alors comme j'ai mis homéopathie, je vous ai mis des petites granules pour ceux qui ne connaissent pas l'homéopathie, ce qui paraît peu probable en France. Voilà. Paracels, qui est Paracels? C'est un type qui s'appelait, son prénom c'était Aureolus Philippus Theophrastus von Hohenheim, je crois que c'est ça son nom. Il a décidé de s'appeler Paracels parce qu'il a dit, moi je suis un médecin, je suis trop balèze. Bon, il l'a dit dans le langage de l'époque, hein, il a dit, je suis trop une star, moi. Je suis tellement balèze que je suis plus fort que le médecin latin Cels. Et le médecin, il était déjà balèze, le médecin latin Cels. Alors moi je suis au-delà de Cels, je suis Paracels. Je trouve ça génial. Donc le mec s'appelle Paracels, c'est lui qui a décidé qu'il s'appelle Paracels, quoi. Et il a élaboré une théorie qui maintenant fait rifouiller, mais qui à l'époque n'est pas idiote. Il ne faut pas faire l'erreur qu'on appelle l'erreur de l'historien, de regarder les choses avec les yeux de maintenant. Il faut les regarder dans le contexte. Et dans le contexte, dans une époque où on considère que tout est création de Dieu et que Dieu a disposé pour nous toutes les essences florales et tout ce qui nous entoure pour notre meilleure réussite et pour notre meilleur usage, et ben lui, il élabore une technique, il se dit, en fonction de la forme des plantes, de l'odeur des plantes, de la couleur des plantes, de leur façon de bouger même dans le vent, je peux deviner, je pense que je ne me trompe pas, il dit, je peux deviner à quoi elles servent. Si elles ressemblent à un organe, c'est qu'elles soignent cet organe. Si elles font ça, c'est qu'elles soignent ça, etc. Et donc, il pose toute une base, comme ça, dans un bouquin. En fait, on ne sait pas si c'est lui vraiment qui a formalisé le mieux ça, ou si c'est son collègue, enfin, un peu son équivalent, qui s'appelait Della Porta. N'empêche que cette sensation-là, cette idée d'aller décrypter dans la nature les signes, a eu son heure de gloire à l'orée du XVe et XVIe siècle. Et donc, ça a donné des choses qui restent encore présentes dans notre lexique. Donc, j'ai pris des exemples qui sont assez, à mon avis, parlant. Prenez par exemple la laitue. La laitue était considérée comme quand vous cassez un pied de laitue, je ne sais pas si vous avez déjà fait casser une laitue, mais vous la cassez, il y a un suc blanc qui coule sur les bords du petit trognon, là. Et voyant ça, Della Porta et Paracels ont dit, ça ressemble à du lait. Si ça ressemble à du lait, alors probablement c'est bon pour les nourrices, et donc on va le recommander pour les nourrices. Et laitue, d'ailleurs, c'est un mot qui contient le mot lait, hein, même en français, quoi, et même en latin. La pulmonaire, ses feuilles ressembleraient un peu à des alvéoles de poumons. Hop, et ben ça soigne les poumons, et ça soigne les affections respiratoires, etc. Voilà le genre d'association qui faisait. L'ophioglossum, ça c'est un cas, moi j'aime bien ce cas-là, parce que ce sont des plantes qui ont quelque chose qui ressemble au serpent. Donc l'ophioglossum, voilà, langue de serpent ou queue de serpent, dompte venin qui a une petite tête de serpent, la vipérine ou faux plantain qu'on trouve dans le Vercors, qu'on trouve en Chartreuse aussi. Elle, c'est parce qu'elle bouge dans le vent un peu comme un serpent. Mais on se dit, ah donc elle soigne les morsures de serpent. Oui. Alors, ce qui est pratique avec ce genre d'allégation là, c'est qu'en France, vous faites soit mordre par une couleuvre, soit par une vipère. Si vous êtes mordu par une couleuvre et que vous prenez de l'ophioglossum après, vous survivez, puis vous dites, ah, j'ai été sauvé par l'ophioglossum. Si vous faites mordre par une vipère au XVIe siècle et que vous prenez de l'ophioglossum, vous mourrez. Donc même si ça n'a pas marché, vous ne pouvez pas le raconter parce que vous êtes mort. Donc en fait, c'est un biais d'attrition, quoi, comme dont j'ai déjà parlé la dernière fois. Ce qui fait qu'en fait, 100% des gens qui racontent avoir pris de l'ophioglossum et s'en être sortis, ils sont contents, quoi, puisqu'ils sont vivants. Puis les autres sont morts. Bon, ça ne fait rire que moi. Et voilà, ça s'appelle un biais d'attrition. Alors le bizarre est peu probable. On dit souvent en zététique le bizarre est peu probable, mais il arrive qu'il advienne. Et quand vous prenez comme ça 600 plantes et que vous associez ça à une quinzaine ou une vingtaine de propriétés pharmacologiques, à l'époque on connaît vomitif, émollient, pyrétique, qui enlève la fièvre, et des choses comme ça, il n'est pas impossible que
avec les yeux de maintenant, on se rend compte qu'il y en a certaines qui fonctionnent. Et c'est ce que faisaient certains dans les médias, là, encore très récemment. Je pense à un gars qui est décédé maintenant, qui s'appelait Jean-Marie Pelt, qui traînait beaucoup sur France Inter et France Culture, enfin surtout France Inter d'ailleurs. Et sur France Inter, il disait Paracels, sa théorie est géniale, vous vous rendez compte, il avait deviné que tel ou tel cas marche. Alors effectivement, il y a des cas pour lesquels ça marche, il faut le dire. Mais sur 600, il y en a 2 qui marchent. Et c'est là qu'on se dit, en fait, la théorie, elle est globalement fausse, et par hasard, deux cas ont fonctionné. Pour le coup, il y a le saule. Alors le saule, son pied poussant dans l'eau, alors il soignerait ce qu'on appelle les affections humides ou type rhumatismal. Quand je dis humide, je fais appel à, vous connaissez certainement les humeurs d'Hippocrate. C'est qu'il fallait un savant mélange des 4 humeurs fondamentales pour que les gens soient en bonne santé. Donc vous avez des gens qui étaient trop sanguins, d'autres qui étaient trop flegmatiques, d'autres qui étaient atrabilaires. Et donc il fallait leur retirer la mauvaise humeur et faire revenir la meilleure humeur. Et c'est là qu'il y a eu beaucoup de purgatifs et de saignées. Les saignées sont nées d'ailleurs de ce genre de méthode. Alors le saule, eh ben, on se rend compte que d'ailleurs la reine des prés, c'est le même problème, hein, la reine des prés aussi, effectivement s'avère être bon au plan moderne pour les rhumatismes, parce qu'elles contiennent des salicylates qui sont de la famille de l'acide acétylsalicylique que vous connaissez sous le nom d'aspirine. Donc ça marche. Il y a un autre cas aussi pour lequel ça marche un peu, si on force vraiment. C'est un exemple qu'adorait donner Jean-Marie Pelt. Vous vous rendez compte, la noix, elle est très bonne pour le cerveau, et c'est fou, elle ressemble à un cerveau. Alors quand on regarde de près, on se dit, bon, est-ce que c'est bon pour le cerveau? Ben, oui, si vous avez du plaisir à la manger, oui, c'est bon pour votre cerveau, si vous voulez. Est-ce que ça a des propriétés plus que ça? C'est pas très très clair. Enfin, les yeux du cœur ont mauvaise vue, quoi. En gros, Jean-Marie Pelt avait envie de ne prendre que les cas qui confortaient la théorie de Paracels, et donc vanter la théorie de Paracels à chaque fois qu'il allait dans les médias, alors que les 598 autres cas ou les 600 autres cas qu'il y avait derrière, eux ne fonctionnaient pas, quoi. Donc c'est pas une bonne méthode. On considère maintenant que c'est une théorie qui a eu son heure de gloire et qui est morte. On la range au grenier, là, vous allez au grenier et vous la mettez sur une étagère, et c'est une théorie qui est foutue, à côté du phlogistique en physique, à côté de l'éther, à côté de notions qui sont maintenant tombées en désuétude.